Alors, je vous expliquerai tout à l'heure, justement, toute l'intelligence de Karim Boujedjema lorsqu'il a proposé une nouvelle classification, mais on verra ça au niveau du traitement. Alors maintenant, on va rentrer dans la problématique du traitement du cholangiocarcinome hilaire ou périhilaire, puisque vous avez bien compris que considérer uniquement que c'était une maladie biliaire, c'était une erreur. Pour parler du traitement, on va voir l'histoire naturelle du cholangiocarcinome hilaire, l'objectif oncologique de la chirurgie, la mortalité de la chirurgie des tumeurs d'huile, quel type d'hépatectomie et pourquoi, et l'optimisation des malades en préopératoire. Alors, la particularité du cholangiocarcinome, qu'il soit hilaire ou périhilaire, c'est que c'est une maladie qui est très grave et peu chimiosensible. Sans traitement, la médiane de survie est de 4 mois et sous chimiothérapie, la médiane de survie est de 12 mois. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques que les métastases hépatiques de cancer du côlon. On sait que dans l'état actuel des choses, on n'a pas de traitement qui marche dans le cholangiocarcinome périhilaire, en tout cas avec les chimiothérapies qu'on a actuellement. C'est-à-dire actuellement, la référence pour la chimiothérapie palliative dans ce genre de situation, c'est cisplatine, gemcitabine, en sachant que de plus en plus on fait du Gemox plutôt que du cisplat, mais en tout cas, c'est un traitement qui est purement palliatif avec des médianes de survie qui sont pas bonnes de l'ordre de 1 an. Il faut retenir une chose, c'est que le seul traitement curatif du cholangiocarcinome périhilaire, c'est la chirurgie, qui est une chirurgie hépatique et biliaire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'obtenir des marges R0 chez des patients N-. C'est ça l'objectif du cholangiocarcinome périhilaire. Donc le cholangiocarcinome périhilaire à résection, ça doit s'intéresser justement à des patients qui sont N-, et c'est chez ces patients N- qu'on doit tout faire pour être R0. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder ce que donnent les résultats de la chirurgie du cholangiocarcinome périhilaire par l'équipe la plus entraînée du monde. C'est-à-dire l'équipe de Nagino au Japon. Vous voyez que la mortalité, la survie à 5 ans du cholangiocarcinome périhilaire, c'est moins de 40%. Ça veut dire que c'est très difficile de trouver les bons malades pour lesquels on est R0, N0, puisque on a des résultats qui sont pas très bons. Et que finalement, vous voyez qu'avec le temps, ça s'améliore un petit peu, mais on est passé de 23 à 38%, et c'est la plus grosse série publiée sur le sujet. Alors tout de suite, on comprend en regardant les auteurs japonais, mais c'est fait partout, que l'envahissement ganglionnaire a un impact majeur sur la survie. Vous voyez que ici, chez des patients qui sont à 5 ans resséqués R0, eh bien vous avez 60% de survie à 5 ans, ce qui est c'est un bon résultat, c'est à peu près la survie des métastases hépatiques de cancer du côlon. Et dès que vous êtes N+, ben vous avez 20%. Ça veut dire que lorsque vous avez un malade qui est N+, vous savez que vous allez descendre largement en dessous des résultats. Et puis, alors évidemment, ces 20% de survie à 5 ans sont quand même meilleurs que ceux de la chimiothérapie actuellement. Donc ça veut dire que dans le cholangiocarcinome périhilaire N+, si la tumeur est localisée au niveau régional, eh bien, il est raisonnable de faire quand même de la chirurgie. En revanche, si la maladie est au niveau distal, où eh bien là, on tombe dans les chiffres qui sont 11% de survie à 5 ans, il n'y a pas beaucoup de malades, et là, ça devient tout à fait discutable de faire de la chirurgie aussi lourde. Alors, le problème du cholangiocarcinome périhilaire, c'est que l'envahissement ganglionnaire est d'emblée présent dans 40% des cas, et qu'il y a une relation entre le volume de la tumeur, et en particulier le stade de bismuth, et l'envahissement ganglionnaire. Vous voyez que quand on a un type 4, on est à 55% d'extension ganglionnaire. C'est pour ça que les résultats de la chirurgie dans le type 4 sont pas bons. Et quand on a un type 3, c'est quand même fréquemment le cas, grosso modo, on a 40%. Donc, savoir que quand vous avez un malade qui vient vous voir avec un cholangiocarcinome périhilaire, grosso modo, il a 40% de chance d'être N+, et donc il a 40% de chance, même si vous le resséquez R0, d'avoir une survie qui est de 20% à 5 ans. Et les résultats sont quand même pas très très bons. Alors, quel est l'objectif oncologique de cette chirurgie? L'objectif oncologique de la chirurgie, c'est d'avoir une résection avec des marges R0. Puisque là, indiscutablement, tout à l'heure on a parlé des métastases hépatiques du cancer du côlon, où on pouvait se permettre de passer pas loin du cancer parce que c'est une tumeur chimiosensible. Là, on a une tumeur qui est extrêmement chimiorésistante. Pourquoi? Parce que c'est fibreux et que la chimiothérapie n'arrive pas jusque dans les endroits où c'est fibreux. Et donc, là, si vous n'êtes pas R0, eh bien, vous avez des très mauvais résultats. Et là, il y a beaucoup de papiers qui le montrent. Ça, c'est le papier le plus récent. Vous voyez la différence énorme qu'il y a entre des R0 et des R1. Donc, vraiment, il faut être R0. Et la difficulté du cholangiocarcinome périhilaire, c'est d'être capable d'évaluer l'extension périhilaire pour être capable d'être R0. Et c'est ça toute la problématique du cholangiocarcinome périhilaire, parce que comme c'est une tumeur fibreuse qui est petite, qui se développe dans un environnement qui est tout petit, on a beaucoup de mal en préopératoire à évaluer l'extension péribiliaire de ce cholangiocarcinome.
Et donc, si vous arrivez à être R0, N0, eh bien vous avez des résultats qui sont de l'ordre de 67% de survie à 5 ans. Donc c'est finalement un cancer de bon pronostic, mais c'est finalement exceptionnel. Et dès que vous êtes N+, même si vous êtes R0, eh bien vous avez des résultats qui sont pas bons. Donc l'autre élément, c'est que pour pouvoir dire qu'on est N0, il faut avoir beaucoup de ganglions, il faut avoir au moins 5 ganglions sur la pièce, sinon vous ne pouvez pas stadifier la maladie. Et finalement, la seule chose sur laquelle l'homme peut faire quelque chose, c'est la marge péribiliaire. Et c'est pour ça que la chirurgie des cancers du hile, c'est avant tout une chirurgie qui est basée sur des concepts anatomiques. Si vous avez compris que la voie biliaire, elle passe devant la branche droite de l'artère hépatique, que l'artère hépatique gauche passe à distance du hile et que le canal gauche est plus long que le canal droit, eh bien vous avez compris que lorsque vous avez une tumeur qui se développe dans cette région-là, il vaut mieux garder le canal gauche. Pourquoi ? Parce qu'en gardant le canal gauche, vous allez avoir plus de marge ici et vous allez avoir une artère qui va être à distance et vous allez pouvoir comme ça embarquer tout le foie droit avec la tumeur qui est ici et la branche droite qui va être à côté. Donc, le principe pour pouvoir avoir des marges, c'est dans la mesure du possible de conserver le foie gauche et en particulier le lobe gauche de manière à pouvoir être à distance. Et voilà typiquement l'illustration d'une tumeur péribiliaire telle que vous la découvrez. Et donc vous voyez ce malade qui a une tumeur avec une tumeur qui est là autour de la région, eh bien on a décidé de faire une hépatectomie qu'on pensait correcte et finalement toute l'opération s'est bien passée, une résection de la veine porte, etc. Pas de transfusion, sortie à J9. Et voilà les résultats. La résection est R1, non pas sur la voie biliaire, mais sur les marges péribiliaires. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que cette tumeur était une tumeur purement endobiliaire. Et donc, on est N-, c'est-à-dire il n'y a pas de ganglion envahi, on a des limites biliaires inférieures supérieures qui sont saines. En revanche, on n'a pas de tissu sain en péribiliaire, exactement comme si vous aviez fait une chirurgie du rectum en laissant le mésorectum. Et vous avez donc une maladie qui est R1, avec des résultats qui sont les mêmes finalement qu'un patient qui est N+. Donc vous avez des mauvais résultats, vous avez fait une mauvaise opération parce que vous n'avez pas choisi la bonne opération. Moralité, pour atteindre l'objectif oncologique, il faut faire quoi ? Il faut faire des hépatectomies majeures, associant un curage ganglionnaire, une résection biliaire, une anastomose biodigestive sur une ensemble Y de 70 cm de long. Pourquoi 70 cm de long ? Pour pouvoir avoir et éviter un reflux digestif dans les voies biliaires. Alors ça, c'est l'opération reine du cholangiocarcinome périlaire, c'est l'hépatectomie droite élargie au segment 4 et 1 avec une résection de la convergence biliaire et une anastomose biodigestive. Et vous voyez comme ça, vous gardez uniquement le lobe gauche. Et c'est comme ça que vous avez le plus de chances d'avoir une résection R0. Alors le problème, c'est que ce type de résection a un poids avec une mortalité qui est indiscutable, puisque la mortalité des hépatectomies cholangiocarcinome périlaire, c'est 8 à 10%. Donc, lorsque vous décidez d'opérer correctement une tumeur du hile, vous savez que vous avez une chance sur 10 de tuer votre malade. Donc, il faut prendre les patients qui vont en tirer un bénéfice. Raison pour laquelle il ne faut pas opérer des patients N+, ou il ne faut pas opérer des patients pour lesquels vous êtes R1. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion autour de l'état général du malade. Alors, quel type d'hépatectomie et comment choisir ? La chirurgie des cholangiocarcinomes périlaires est pour moi la chirurgie la plus intéressante d'un point de vue chirurgie hépatique parce qu'elle résume toute la problématique de la chirurgie et de l'intelligence de la chirurgie hépatique. Alors c'est une chirurgie qui se fait par laparotomie. Pourquoi ? Parce que la cystoscopie n'a pas lieu d'être. La seule chose où elle pourra avoir lieu d'être, c'est peut-être une cystoscopie exploratrice initiale en sachant que seulement 25% des malades pourraient bénéficier d'une exploration cystoscopique initiale. Ça veut dire que si vous avez un doute, vous pouvez faire une cystoscopie au départ pour être sûr qu'il n'y a pas une carcinose péritonéale ou des métastases hépatiques. Mais finalement, il n'y a qu'un quart des malades qui en bénéficient. Donc c'est plutôt une perte de temps qu'autre chose de considérer la cystoscopie. L'autre problème, c'est l'anatomie du hile qui justifie la stratégie. Je vous l'ai dit, il y a deux choses à retenir. Le pédicule gauche est long et donc la branche gauche de l'artère hépatique est à la périphérie du hile. Ça, c'est le premier point. Et donc, vous allez garder ça et ça dans la mesure du possible. Et les canaux biliaires du segment 1, ça bouge à la convergence biliaire, donc dans le cancer. Ça veut dire que il faut, de toute façon, considérer que le plus rapidement envahi, ça va être souvent le canal droit, parce que la tumeur est ici, et que il faut enlever les canaux du 1, parce que lorsque vous avez une tumeur qui se développe ici, à la réunion des canaux, eh bien, vous avez une extension dans le segment 1, parce que les voies biliaires du segment 1 se drainent dans la convergence biliaire. Donc, il faut drainer le segment 1, et c'est pour ça que depuis longtemps, on sait que lorsqu'on fait du cholangiocarcinome périlaire, il faut resséquer systématiquement
le segment 1, sinon vous avez des récidives extrêmement fréquentes. C'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps et plus personne ne fait un cholangiocarcinome périhilaire sans resséquer le segment. L'autre question, vous l'avez compris, c'est peut-on préserver le lobe gauche du foie, c'est-à-dire le segment 2 et le segment 3. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le canal gauche est long et la branche gauche est à distance de la tumeur. Et en fait, tout réside dans l'interprétation et l'analyse de cette cholangio-RM chez un malade qui n'est pas drainé. Ici, vous voyez que vous avez un malade qui n'est pas drainé, qui a une tumeur du hile, et vous avez ici un canal gauche qui est conservé avec le canal du segment 3, le canal du segment 2, et vous avez donc ici un canal gauche qui est présent. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux situations. Et c'est vrai que cette classification de Karim-Moudjema est pour moi vraiment intelligente, parce que de manière assez simple, en dehors de quelques cas exceptionnels, elle résume assez bien la situation. En fait, vous avez deux situations. Vous avez une situation où vous avez une situation en Y, une situation ou une situation en X. En Y, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez un canal gauche avec ici les branches de réunion, et ça fait un Y. Et dans ce cas-là, vous avez ça, eh bien vous pouvez quasiment toujours faire une hépatectomie droite élargie au segment 4 et 1 et une résection de la convergence biliaire, un curage ganglionnaire en gardant le lobe gauche. En revanche, lorsque vous n'avez plus cette association entre les canaux 2 et 3, eh bien vous avez un cholangiocarcinome qui est une forme X, où vous avez finalement ces voies biliaires qui convergent vers quelque chose qui est souvent dissocié, et là vous êtes souvent avec des cholangiocarcinomes beaucoup plus importants, et là la situation devient beaucoup plus difficile, et il y a souvent des problématiques chirurgicales beaucoup plus lourdes. En fait, vous avez compris que c'est donc cette union des canaux du lobe gauche qui va vous dire, ici on peut faire quelque chose facilement qui est une hépatectomie gauche, droite, élargie au segment 4 et 1, qui va garder justement l'artère gauche à distance du hile. Et dans cette situation-là, on est beaucoup plus difficile parce qu'on a souvent une tumeur qui est plus étendue. Et là, c'est le seul endroit où il faut qu'on se pose des questions à partir de l'autre côté. Et ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est des hépatectomies gauche plus le segment 1 élargi au segment 8 et 5. Et en fait, on va souvent avoir nécessité de reconstruire la branche droite de l'artère hépatique qui est souvent envahie ici en arrière. En tout cas, vous ne pouvez pas conserver le lobe gauche. Donc en fait, il y a une situation qui est facile lorsque vous avez un Y, une situation qui est difficile lorsque vous avez un X. Et voilà, donc l'hépatectomie droite élargie au segment 4 et 1, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous allez enlever ça, vous allez garder ça et faire une anastomose ici, le plus loin possible, souvent sur 2 canaux d'ailleurs. Et là, la question, est-ce qu'il faut resséquer ou pas la veine porte de manière systématique ? La réponse est non, sur les arguments de plusieurs data actuellement. Ça augmente le taux de résection R1, c'est vrai, mais aussi auprès d'une mortalité post-opératoire de 17%. Le papier de Noos, publié en 99, éliminait cette mortalité post-opératoire pour parler de la survie. Et il y a plusieurs résultats qui ont été montrés, une méta-analyse qui confirme que la résection portale systématique dans les cholangiocarcinomes périhilaires n'apporte rien en termes de survie sur les éléments récents de la littérature. En revanche, ça augmente la mortalité post-opératoire et en tout cas, moi, je ne considère pas nécessité absolue de resséquer la veine porte chez un malade qui n'a pas, à l'évidence, une invasion portale sur les éléments préopératoires dont je dispose. Et j'ai beaucoup d'arguments en littérature qui me laissent penser que j'ai raison, en particulier ce papier récent dans Surgery qui a comparé une résection systématique versus une résection uniquement hépatique. Les courbes de survie sont exactement identiques. Alors, l'autre question, c'est facile, c'est lorsque vous avez une forme X, donc lorsque vous avez un canal gauche qui existe. La problématique, c'est lorsque le canal gauche n'existe plus. Lorsque vous avez un Y, lorsque vous avez une atrophie du foie gauche, avec ici, un X, avec une atrophie du foie gauche, avec ici, évidemment, aucune possibilité de garder le foie gauche qui est atrophique. Souvent, un canal gauche qui a, en fait, ça a été envahi, qui est descendu vers le hile. Et là, vous n'avez pas d'autre possibilité que de faire une hépatectomie gauche chargée au secteur antérieur avec une conservation uniquement du secteur postérieur du foie droit et souvent des résections vasculaires qui s'imposent. Et donc, c'est la chirurgie la plus complexe qui est, c'est l'hépatectomie gauche chargée au secteur antérieur avec souvent des résections vasculaires. Ça, c'est un malade, je crois qu'on l'avait opéré à Camille d'ailleurs, un malade qu'on a opéré à Paul Brousse avec une résection artérielle et une anastomose sur les canaux du segment 6 et du segment 7. C'est la situation où on a un X, où on est obligé de partir de l'autre côté pour aller s'anastomoser ici sur le secteur postérieur en resséquant la voie biliaire, en resséquant le foie gauche et le secteur antérieur. Et donc là, c'est souvent des résections artérielles très complexes et une opération extrêmement morbide avec des résultats qui sont chez les Japonais pas trop mauvais, mais pour nous quand même assez compliqués. Alors,
ça, vous avez compris, c'est qu'est-ce qu'on fait en fonction du X ou du Y. Plutôt, on va à gauche si c'est possible lorsque le Y est conservé, et sinon on va à droite si on a un X. Alors maintenant, quel type de curage ganglionnaire? Il faut resséquer au moins 5 ganglions pour pouvoir stadifier un cholangiocarcinome périhilaire. Et une fois encore, la découverte d'un ganglion positif régional en opératoire ne doit pas modifier la chirurgie envisagée. En revanche, si vous avez un cholangiocarcinome avec un ganglion à distance au niveau cœliaque ou interorticocave, là je pense qu'il faut s'arrêter au vu des résultats. Donc, la problématique de ce cholangiocarcinome périhilaire, c'est donc un problème diagnostique, un problème de classification, un problème de stratégie thérapeutique et une mortalité post-opératoire. Ça veut dire que pour pouvoir obtenir des résultats qui soient corrects, il faut pouvoir optimiser les malades. Et finalement, les progrès qu'on va faire et qu'on fait dans le domaine du cholangiocarcinome périhilaire tiennent à l'optimisation du malade en préopératoire. Et donc, ça, c'est un travail passionnant qui a été fait par Naguino, qui est le monsieur qui a le plus d'expérience en cholangiocarcinome périhilaire. Et vous voyez qu'il est passé de 11% de mortalité, qui est grosso modo la mortalité qu'on a en France actuellement, en 2016, à 1,4% de mortalité. Et comment il a fait ça? Eh bien, il a fait ça en optimisant les malades. L'optimisation des malades, c'est le Vernin de saline pour tout le monde pour évaluer la fonction hépatique, c'est la volumétrie, c'est l'embolisation portale systématique de manière à pouvoir faire grossir le foie, c'est le replacement, c'est la bile réinstillée, c'est les antibiotiques pour préparer la dénutrition. C'est énormément d'éléments comme ça qui vont permettre d'améliorer les choses. Mais le plus important, c'est vraiment l'embolisation portale et la réinstillation de bile, qui est probablement un élément très important parce que le fait de ne pas avoir de bile dans le tube digestif en préopératoire est un élément majeur de dénutrition et il faut absolument retrouver une bile dans le tube digestif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le drainage biliaire est systématique avant une hépatectomie, en particulier une hépatectomie droite. Et ça, c'est un travail qui avait été fait par Farge, qui avait bien montré que si vous faites une hépatectomie, en particulier une hépatectomie droite et un segment 4, avec une bilirubine supérieure à 50, eh bien, vous avez un risque très important de mortalité post-opératoire. Moralité, avant d'effectuer une hépatectomie, qui est l'hépatectomie reine, c'est-à-dire la droite et l'argeux segment 4 et 1, il faut drainer les malades, et si possible les drainer par voie endoscopique, de manière à pouvoir remettre de la bile dans le tube digestif, sinon vous allez avoir des malades dénutris. Le drainage est plutôt endoscopique que percutané, pour 2 raisons. La première, c'est que le fait d'avoir un drainage percutané externe, souvent vous n'arrivez pas à passer en interne externe, vous pouvez avoir un drain qui ne remet pas de bile dans le tube digestif, donc juste de la bile qui sort. Et l'autre élément, c'est qu'il a été dit, et c'est vrai, que vous avez une augmentation du risque de seeding, c'est-à-dire de carcinose péritonale sur les trajets de drainage lorsque vous faites un drainage percutané. Et donc, dans la mesure du possible, on essaye d'éviter le drainage percutané chez les patients qui ont une tumeur du Lille. Il y a un autre élément qui est important, c'est que on va en discuter un tout petit peu à la fin, c'est qu'une alternative thérapeutique au cholangiocarcinome périhilaire, c'est la transplantation hépatique. Et dans l'état actuel des choses, on considère qu'il y a une contre-indication absolue à la transplantation hépatique si le malade a eu un drainage percutané. Donc on ne peut pas drainer en percutané un malade, parce que si on l'a drainé en percutané, et si en opératoire, on ne peut pas l'opérer, parce que finalement on a sous-estimé la situation d'un point de vue extension, local, eh bien, vous ne pouvez pas le transplanter parce qu'il a été drainé en percutané. Donc, c'est très important d'éviter, dans la mesure du possible, le drainage percutané dans le cholangiocarcinome périhilaire. Alors, ça, c'est encore un travail de l'équipe de Boudjema qui a beaucoup travaillé sur le cholangiocarcinome périhilaire, qui montre que le fait de réinstiller la bile, alors soit par voie sonde gastrique, soit par justement un drainage percutané, un drainage endoscopique, eh bien, ça améliore les suites avec des résultats qui étaient presque significatifs sur la survie, même s'il n'y a pas le petit p habituel. L'autre élément, c'est éviter l'insuffisance hépatique après hépatectomie majeure. Vous avez compris qu'on est dans des grosses hépatectomies, et là, vous connaissez le ratio dont Badr a parlé tout à l'heure, c'est les 0,5% du poids du corps. Donc évidemment, l'embolisation portale s'impose avant d'effectuer une hépatectomie droite au segment 4 et 1 et une anastomose digestive, soit par voie percutanée, soit par voie iléale. L'avantage de la voie iléale, c'est que, outre le fait que vous pouvez mesurer la pression, vous pouvez aller vérifier qu'il n'y a pas de carcinose péritonéale pour éviter de partir sur une embolisation portale chez un malade qui a une carcinose péritonéale qui va faire progresser le cancer. Donc, finalement, comment on prend en charge ces patients? Eh bien, on leur fait un drainage du foie gauche et une embolisation porte droite de manière à hypertrophier le foie pour avoir, on l'espère, un foie restant autour de 1% du poids corporel.
On n'a pas été capable de démontrer que le cut-off de 0,5 était mis à mal avec le problème des tumeurs d'huile, mais globalement, on préfère opérer des gens qui ont au moins 1% de poids corporel dans ce genre de situation. La nutrition avant chirurgie est fondamentale. Il y a un risque nutritionnel important parce qu'on a souvent des patients qui sont dénutris parce que justement ils n'ont pas de bile et donc faut leur donner des briquettes d'oral impact avant la chirurgie, comme ça a été démontré dans plusieurs papiers. Et encore une fois, en Asie, ils utilisent des symbiotiques qui sont des antibiotiques particuliers pour modifier le contexte biliaire. Alors, on peut se dire, mais finalement, cette préparation, on va le payer par un risque de drop-out parce que ça va être très long de préparer les malades et finalement, des fois, 1 mois, 2 mois de préparation et on va payer ça au plan oncologique. Ben, la réponse est non. C'est une question très importante dont on a la réponse de la littérature récemment. Vous voyez que le fait de préparer les malades avec cette drainage biliaire, optimisation, renutrition, bah ça n'effondre pas les résultats oncologiques. Donc il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, vous tuez les malades. Donc vous avez compris que le traitement chirurgical du cholangiocarcinome périhilaire, c'est la résection R0 au plan biliaire et périhilaire avec une hépatectomie droite élargie au segment 4 et 1 si on a le choix. Une réalisable si le canal biliaire gauche est préservé. Donc rappelez-vous le coup du Y avec le canal biliaire qui est conservé. L'hépatectomie gauche plus 1 élargie au segment 5 et 8 sinon lorsqu'on est dans une situation X. Et le curage ganglionnaire d'au moins 100 ganglions et une préparation absolument indispensable qui encore une fois permet de faire passer la mortalité de 11% à 1% qui va faire intervenir le drainage biliaire, l'embolisation portale et la renutrition de manière à éliminer ce risque de mortalité post-opératoire. Je terminerai par la place de la transplantation dans le cholangiocarcinome périhilaire. Alors en fait, la place de la transplantation dans le cholangiocarcinome périhilaire a été évoquée et inventée par cette équipe. En fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est les Canadiens auparavant qui l'avaient commencé, mais en fait, ça a été popularisé par cette équipe de la Mayo Clinic qui a proposé, dans le cholangiocarcinome périhilaire, de proposer radiochimiothérapie, transplantation dans le cholangiocarcinome périhilaire. Alors, ces patients sont des patients qui souvent avaient des cholangiocarcinomes sclérosantes. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats au départ en disant mais finalement c'est pas des maladies classiques, c'est les cholangiocarcinomes périhilaires qui se développent sur cholangiocarcinome sclérosante. Mais finalement on en est revenu et on a bien compris maintenant que ces patients qui avaient des cholangiocarcinomes périhilaires considérés comme non résécables, c'est-à-dire pouvant pas être réséqués R0 mais N-, pouvaient bénéficier d'un traitement associant radiothérapie, chimiothérapie, et c'est très important, curage ganglionnaire. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas radiothérapie, chimiothérapie, transplantation, c'est radiothérapie, chimiothérapie, puis curage ganglionnaire, et si le curage ganglionnaire est négatif, transplantation à distance. Ça veut dire que vous avez donc un risque de drop-out qui est de 25% avec des gens qui étaient soit positifs au départ, soit positifs à l'arrivée. Ce qui est extraordinaire, c'est les résultats. C'est les résultats de ce traitement radiochimiothérapie-transplantation chez des patients considérés comme non résécables parce que tumeur T4, 70% de survie en intention de traiter, c'est-à-dire en incluant les 25% de drop-out. 70% de survie sans récidive à 5 ans chez des patients qui ont des cholangiocarcinomes périhilaires de moins de 3 cm considérés comme non résécables. Ça veut dire que les résultats sont très très bons et ils s'opposent à ceux qui ont des masses à plus de 3 cm où les résultats sont pas bons. Ça veut dire que dans cette situation-là, on peut se poser la question finalement de proposer de la radiochimiothérapie transplantation à des patients qui sont résécables, puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un lien entre le volume du cancer, la classification de bismuth et l'extension ganglionnaire. C'est pour ça que on a développé une étude dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc au total, la prise en charge du cholangiocarcinome hilaire, c'est quoi? C'est un cholangiocarcinome hilaire qui est résécable, avec une tumeur qui est Y, avec une maladie qui est une hépatectomie droite de segment 4 et 1, avec une résection là-dessus, après une préparation comme celle que je vous explique. C'est une maladie qui est plus difficilement résécable lorsqu'on est dans X, parce qu'on a déjà une séparation des canaux à droite et souvent à gauche et souvent à droite aussi. Et là, vous êtes obligé, si vous voulez être R0, de pousser l'extension en faisant une hépatectomie gauche élargie au segment 5 et 8, avec évidemment une résection de la voie biliaire principale. C'est la situation où vous avez un cholangiocarcinome hilaire non résécable. Il est non résécable parce que vous avez une maladie qui est N0 ou vous avez une cholangite sclérosante et il est T4.
Et donc là, indiscutablement, il y a une place à la transplantation hépatique précédée de radiochimiothérapie et de curage ganglionnaire pour affirmer que la maladie est N-. Et lorsque vous avez une maladie qui est ici métastatique, soit au niveau du foie, soit au niveau du poumon, eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de proposer une chimiothérapie. Et pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une question à laquelle on n'a pas encore la réponse. C'est est-ce qu'il est licite de proposer chez des patients qui ont un cholangiocarcinome périhilaire résécable, donc a priori avec moins de ganglions envahis qu'un cholangiocarcinome considéré comme non résécable. Je vous ai expliqué tout à l'heure, les types 4, c'est 50% de résection, alors que les types 3, c'est 40% de ganglions positifs. Et c'est pour ça que j'ai monté cette étude, dont je m'occupe avec un monsieur qui s'appelle le professeur Emil Boleslavski, qui compare résection versus transplantation précédée de radiochimiothérapie dans les cholangiocarcinomes périhilaires considérés comme résécables. Actuellement, nous avons inclus 18 malades, 9 dans le groupe transplantation, 9 dans le groupe résection, et j'espère que d'ici quelques mois, eh bien, j'aurai la réponse à vous donner concernant le fait qu'il faille ou pas proposer des transplantations précédées de radiochimiothérapie chez les patients qui ont des cholangiocarcinomes périhilaires résécables. Je vous remercie. Merci encore Eric pour cette longue journée qui est riche et au nom de tous les amis ici présents, donc là je tiens à te remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je tiens à remercier aussi l'assistance là pour la patience et l'intérêt qu'ils ont donné quand même à cette journée.